Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Merci d'être là, si nombreux, malgré les températures. Hein, c'est pas interdit qu'au fil de la journée, je fasse tomber la veste. Mais pour l'instant, on respire doucement et ça devrait bien se passer. En tous les cas, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici, au 139. Et je me permets peut-être de présenter rapidement. Alors moi, je suis Maxence Gourdemontagne. Je suis en partie, parmi mes missions, responsable de ce lieu. Et je vais faire une petite parenthèse quand même pour vous expliquer là où on est. C'est un lieu un peu singulier. C'est pas seulement un numéro, le 139, pas seulement une adresse. C'est pas seulement une salle dans laquelle on organise des événements comme aujourd'hui. C'est un petit peu plus que ça. C'est vraiment, pour nous, un lieu. Et quand je dis nous, Logéocène, on est au rez-de-chaussée du siège social de Logéocène. Un lieu qu'on veut ouvert, vivant, utile, un vrai lieu d'échange et de réflexion, mais aussi d'expérimentation, de production de contenu autour des nouvelles manières d'habiter. Concrètement, dans ce lieu, on a un espace de coworking qui est derrière vous, qui est entièrement gratuit, là, qui est ouvert, dans lequel il y a des gens du quartier qui viennent travailler. On a une résidence pour des porteurs de projets, ils sont 10 actuellement, à qui on met à disposition des bureaux, du matériel, qu'on accompagne spécifiquement dans leurs projets. Et il y a aussi cette salle, le Meetup, qui est vraiment un endroit d'échange, de débat, dans lequel on organise des ateliers avec différents acteurs qui ont pour point commun de se poser la question de comment, de ce que je vous disais en introduction, des nouveaux modes d'habiter. Alors si on a créé ce lieu, c'est parce qu'on est convaincu d'une chose chez Logéo, c'est que les façons d'habiter d'aujourd'hui, c'est déjà plus tout à fait celles d'hier et c'est certainement pas celles de demain. Les parcours résidentiels changent, les modes de vie évoluent, les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des logements se transforment, le rapport au travail, à la famille, à la propriété, à la communauté, tout ça se transforme, ça se recompose. Et pour nous, Logéocène, entreprise sociale pour l'habitat, filiale d'Action Logement, c'est pas du tout un sujet abstrait. C'est très concret dans tous les métiers qu'on peut porter. Et nos métiers, c'est la gestion des 25 000 logements, c'est de la construction, c'est de la réhabilitation, c'est du syndic social, c'est de la promotion. Tous ces métiers, ils sont impactés par ces transformations. Et c'est pour ça que nous avons besoin, chez Logéo, d'un lieu comme celui-là, comme le 139, un lieu pour pouvoir nous inspirer, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir nous acculturer sur des nouveaux sujets sur lesquels on n'est aujourd'hui pas forcément très à l'aise. Un lieu qui nous permet de faire aussi des expérimentations très concrètes, d'être dans la réalisation, et on peut se le permettre parce qu'on est justement Logéocène. Un lieu qui nous permet de ne pas seulement subir ces mutations, ces transformations, mais de pouvoir mieux les comprendre, les accompagner, voire même les anticiper. La deuxième vocation qui me semble importante d'un lieu comme le 139, c'est l'animation d'un écosystème territorial, celui de l'Axe Seine, et votre présence aujourd'hui en est la parfaite illustration. C'est-à-dire la capacité à réunir des acteurs tous très différents, puisque dans la salle, il y a des promoteurs, il y a des architectes, il y a des acteurs de l'habitat, il y a des élus, il y a des chercheurs, il y a des étudiants peut-être, en tout cas on en accueille souvent ici. En tout cas une diversité d'acteurs qui ont pour point commun de se poser la question de comment continuer à permettre à chacun de bien habiter. Et derrière la question de bien habiter, c'est pas seulement de se dire quelles innovations on peut apporter, c'est pas seulement quelles formes urbaines ou nouveaux usages on peut proposer. Bien habiter, c'est regarder en face une réalité qui est très simple, qui peut être parfois brutale, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de ménages, bien habiter, c'est pas forcément facile, c'est pas toujours facile. Voire même, ça devient difficile. Alors, je fais le lien avec la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Est-ce que pour bien habiter, il faut être propriétaire? Je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que acheter un logement,
c'est pas seulement réaliser une opération patrimoniale. Acheter un logement, c'est souvent une étape importante dans la vie. C'est pouvoir s'ancrer quelque part, c'est se projeter, c'est pour certains fonder une famille, sécuriser un parcours, c'est transmettre quelque chose, c'est avoir un chez-soi au sens très fort du terme. Seulement, devenir propriétaire, parfois ça devient inaccessible, voire complètement impossible pour certains aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte qu'on a voulu organiser cette journée au 139, qu'on prépare depuis un petit moment, qui nous semble être un sujet très important autour de la question de comment rendre de nouveau possible l'accession à la propriété pour des ménages qui aujourd'hui en sont exclus. L'outil dont on va parler aujourd'hui, qui est une réponse parmi d'autres à cette question, c'est le bail réel solidaire, le BRS. On va, au fil de la journée, l'analyser, essayer de le comprendre. Je pense qu'il y en a certains qui ne connaissent pas forcément très bien, le décortiquer, voir comment ça fonctionne, mais aussi quelles peuvent être les limites de ces dispositifs à travers le témoignage, le regard de différentes personnalités qui vont nous aider à mieux comprendre et à mieux appréhender ce dispositif. Et je m'arrête là, et je vais laisser la parole à Céline Priem, qui est directrice de l'OGEO Promotion, avec qui on a co-construit cette matinée, et qui porte au sein de l'OGEO très fort la conviction qu'avec le BRS, il y a un élément de réponse aux questions que j'ai évoquées. Céline, je te laisse la parole, peut-être préciser justement cette question du BRS et nous présenter le déroulé de la journée. Bonjour à tous ceux que je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de saluer et vraiment merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis ravie de voir la salle pleine, c'est vraiment chouette. Maxence, tu as effectivement déjà dit pourquoi nous organisons cette journée. L'OGEO croit beaucoup au BRS. Ceux qui me connaissent et connaissent l'OGEO savent que nous avons beaucoup investi sur le sujet, nous y croyons fortement et nous le déployons depuis maintenant quelques années, un peu sous toutes ses formes. On essaie de voir comment effectivement le BRS peut accompagner les familles. Et d'autant plus en ce contexte qui est, je crois, de plus en plus difficile pour les ménages des classes moyennes, les salariés, d'accéder à la propriété. Et donc effectivement, on s'est dit que c'était intéressant aujourd'hui de nous réunir sur tout l'univers, toutes les organismes, vous le représentez très bien aujourd'hui, on a des notaires, on a des banques, on a des collectivités, on a des maires. Je ne vais pas citer tout le monde parce que j'aurais peur d'oublier, mais on a des fédérations autour du logement, on a beaucoup on a des collègues bailleurs aussi également, et vraiment je remercie tout le monde d'être présent. On est très convaincu effectivement que le BRS va pouvoir accompagner, et l'intérêt de cette journée c'est ça, c'est de se dire comment le BRS peut répondre aux besoins des habitants pour accéder à la propriété, mais également aux enjeux des territoires. Donc on vous propose une journée plutôt en deux temps, une matinée plutôt en mode table ronde, donc nous aurons deux tables rondes. Maxence présentera les invités, mais que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté aussi d'intervenir et d'être là, c'est un honneur pour nous. Donc deux tables rondes où on pourra croiser des regards, tu l'as expliqué, déjà commencer par c'est quoi le BRS. On est tous peut-être, on n'est pas tous au même degré de maturité, donc déjà on va commencer par voir le BRS, qui d'ailleurs, soit dit en passant, va fêter ses 10 ans d'ici quelques semaines. Donc voilà, on va voir où nous en sommes 10 ans après cette ordonnance. Et pour la matinée, croiser les regards, avoir un panorama sur le sujet. Un déjeuner où on pourra peut-être se rafraîchir, tu l'as dit, je crois qu'on en aura besoin, mais surtout l'intérêt c'est de pouvoir échanger entre nous. Et cet après-midi, on vous propose un temps plus opérationnel. On vous propose de mettre les mains dans le moteur et de voir concrètement comment se passe une opération BRS. Donc on aura également des témoignages, mais également la participation d'Emilie Atté, qui est directrice de l'immobilier, et de ses équipes, qui pourront répondre aux questions plus opérationnelles. Si vous en avez, on sera à disposition. Voilà pour le déroulé de la journée. Avant de redonner le micro à Maxence, je veux vraiment le remercier. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie pour cette journée. La qualité des invités en témoigne. Merci Maxence pour l'animation.
Et puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais surtout pas oublier mes collègues qui sont plus dans le fond de la salle, mais qui ont beaucoup contribué à l'organisation, à l'intendance. Et avec cette chaleur, je pense que c'est même un double remerciement. Merci beaucoup. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On accueille pour commencer David Rothman. David, si tu veux t'asseoir avec moi pour échanger sur cette question, en tout cas rentrer progressivement dans le sujet, faire un petit pas de côté, puisque avant de parler précisément du BRS et de ses mécanismes, je pense que c'est important d'avoir ton regard sur le contexte, l'environnement dans lequel on est. Alors, peut-être que je te laisse te présenter. Oui, merci de l'invitation. Donc, je suis David Rothman, il y a du vent. Je suis directeur de projet au sein de l'agence de programmation urbaine qui s'appelle Urbanova. Je suis enseignant à l'école urbaine de Sciences Po et je suis co-rédacteur en chef de la revue en ligne Métropolitique, qui est une revue de vulgarisation de sciences humaines et sociales gratuite que je vous invite à découvrir. Et j'ai publié en octobre 2025 un livre intitulé « Faire la ville sur les promoteurs immobiliers », qui est peut-être moins un pas de côté qu'un pas dedans, et dont on va pouvoir parler. Coup de pied dans la fourmilière, tu l'as là, hein, ce livre, si je ne me trompe pas. Oui. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas lu, d'aller courir à la Galerne pour l'acheter s'il est disponible. Alors peut-être pour commencer, David, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de ce qu'on appelle la crise du logement? Je ne l'ai pas nommé comme ça en introduction, mais on comprend bien que ça grippe dans cette question large du logement, et nous donner un peu ce que tu appelles, notamment dans ton livre, les nouvelles du front. Oui, effectivement, j'ai commencé à rédiger le livre il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et en fait, la crise du logement, il y a 2 éléments. Il y a une crise du logement qui est la difficulté qu'ont les gens à se loger. Ça, là, c'est les 2,7 millions de personnes en attente d'un logement social, c'est les plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées, et puis tout un tas d'autres situations qui sont relevées, des gens qui ne peuvent pas se loger, tout simplement là, ils voudraient être logés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la crise du logement, qui en fait, en tout cas, c'est une crise de longue durée, et qui empire. Voilà. Donc on a le droit de l'appeler crise chaque année, parce que c'est toujours plus la crise que l'année précédente, mais en tout cas, ce n'est pas une crise récente. On a une crise plus récente qui est arrivée en 2022, qui est une crise de la production du logement, et la production du logement neuf. Donc cette crise de la production du logement neuf, un des éléments déterminants, ça a été la hausse des taux d'intérêt, qui a fait que les gens qui achetaient du logement neuf se sont tout d'un coup trouvés moins solvables que dans les 20 années précédentes, qui étaient des années vraiment de taux d'intérêt qui étaient historiquement bas et même un peu anormaux. Et donc ce qui se passe en 2022, c'est qu'en fait on a une crise de la production et des acteurs de la production, au premier titre, les promoteurs immobiliers. C'est une crise qui est réelle, hein, c'est-à-dire que en fait, c'est un secteur qui depuis 3 ans, on voit, fait moins 50% de chiffre d'affaires. Prenez n'importe quel autre secteur économique en France qui fait moins 50% de chiffre d'affaires, on en parle tout de suite. Là, ça prend quelques années, et ils ont du mal à s'entendre et on a du mal à trouver la solution. Et donc on entend, alors donc moi je suis urbaniste, je suis de formation plutôt de sciences politiques et de sciences économiques, je ne suis pas urbaniste architecte, j'ai un peu un autre regard, et on entend beaucoup la question, comment est-ce qu'on va les sauver? Enfin voilà, il y a un secteur économique qui ne va pas bien, on a envie de les sauver. Et moi je change juste un mot dans la question. Je change de comment les sauver à pourquoi les sauver. Et le titre du livre est en fait un titre de travail, c'est-à-dire que c'était le titre de travail, mon éditeur, c'est de sa faute, il n'a pas trouvé mieux. Et puis finalement, en fait, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Et c'est de se dire, en fait, si on est dans un moment de crise, et si la crise du logement, ça fait très longtemps qu'on n'arrive pas à la résoudre, à minima, on pourrait se poser la question de avec qui on travaille, ou avec quel modèle on travaille, et prendre un peu la crise comme une opportunité, à minima, de prendre un temps de recul, pour se dire quelles sont les meilleures façons de produire du logement pour répondre aux besoins de logement. Alors ce temps de recul, justement, c'est de peut-être aussi comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre avec les promoteurs, tu l'as dit, dans la fabrique de la ville. Et il y a notamment un des mécanismes que tu analyses, qui s'appelle le compte à rebours, et qui permet, quand on le déconstruit, de comprendre vraiment des formes de dysfonctionnement, ou en tout cas de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui.
Oui, effectivement. Alors, je ne me suis pas focalisé sur les promoteurs parce que j'avais une haine tenace des promoteurs. J'ai rien contre les promoteurs. J'ai beaucoup travaillé avec des promoteurs et je connais beaucoup de gens de très grande qualité qui travaillent chez des promoteurs immobiliers. Néanmoins, les promoteurs, ce qu'on peut dire, c'est que de 2000 à 2022, sont des acteurs qui ont de plus en plus produit. C'était une économie qui a bien fonctionné à ce moment-là. Ils ont produit beaucoup de logements libres et via la VFA, on produit aussi beaucoup de logements sociaux. Alors, se dire que peut-être cette période qui est un peu marquante, qui est la période 2000-2022, alors dans le livre, je fais 175 ans d'histoire de la promotion, je vous laisserai découvrir ça, mais dans ces 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? En 20 ans, les prix d'immobilier France entière ont pris 2,3, ont pris x 2,3. Et les prix du foncier, le terrain sur lequel on construit, a fait x3. Et ça devrait nous questionner. Pourquoi le foncier prend autant de plus que l'immobilier? Parce qu'en fait, le promoteur, dans la manière dont il produit, il n'a pas le choix, va donner un pouvoir excessif aux propriétaires fonciers. Alors je vous explique. C'est l'histoire du compte à rebours. Les promoteurs, pour construire une opération, ils comptent à l'envers. Déjà, un promoteur, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un terrain, il construit des logements, il vend des logements. Dans la particularité française, même, il vend des logements, il achète un terrain, il construit des logements, dans cet ordre-là. Et en fait, donc, pour construire des logements, il a besoin d'un terrain. C'est sa matière première, quelque part. Le foncier constructible, il est assez rare. Le foncier en France, on en a vraiment beaucoup. Et du foncier constructible, il peut être assez rare. Et il peut même y avoir une sorte de rareté organisée, qui est faite par les PLU ou par les restrictions de loi. En tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des promoteurs. Mon métier, c'était de les aider à gagner la consultation. C'est-à-dire de faire la proposition qui correspond aux attentes politiques et qui fera qu'ils seront choisis. Donc ça, c'est dans le cadre de consultation publique. Mais la majorité de ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle dans le diffus. Donc il faut vous imaginer, voilà, à Sainte-Adresse, mamie habite à Sainte-Adresse, elle décède, il y a 3 héritiers. Et ils se disent, bon, la maison, on n'a pas trop besoin, puis le terrain, il est grand, c'est bien situé, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc là, arrivent des promoteurs qui vont essayer d'acheter le terrain. Moi, j'ai fait des consultations, il y a 20, 30 promoteurs. Donc on a 20, 30 promoteurs qui vont aller voir les héritiers de mamie. Et ils vont lui dire, moi, j'achète le terrain tant. Alors comment ils font pour dire à combien ils achètent le terrain? C'est là qu'ils font le compte à rebours, ils comptent à l'envers. Le compte à rebours, c'est de se dire sur ce terrain, combien je vais pouvoir faire de mètres carrés et à quel prix je vais pouvoir les vendre. Donc on prend le nombre de mètres carrés fois le prix du mètre carré, ça fait le chiffre d'affaires de l'opération. Le nombre de mètres carrés, c'est la densité. Là, on a un débat promoteur-maire. Moi, en tant qu'urbaniste, des fois, je suis même du côté du promoteur. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, selon moi, on ne construit pas assez dense. D'autres, on construit trop dense. Voilà, c'est une question un peu délicate qui se règle localité par... Enfin, même terrain par terrain. Sur le prix du logement, comment est-ce qu'il fait? Il va voir son directeur commercial qui, en fait, va dire tout autour, les transactions immobilières, elles sont publiques. Pour rien, c'est que ça intéresse tout le monde et qu'elles sont taxées, c'est pour ça qu'on a les informations publiques. Et puis les promoteurs aussi, ils connaissent les rythmes de commercialisation des autres choses, ils partagent leurs données. Ils sont très coopératifs sur cet aspect-là, entre eux. Et donc il va dire, autour, ça se vend à 3 000, 3 500 maintenant. J'ai aucune idée du prix de l'immobilier à Sainte-Adresse. Ça se vend à 3 500 € du mètre carré. Et nous, en fait, on n'a pas le droit de mutation, on fait quelque chose un peu plus quali. Je pense qu'on peut se mettre à 3 800. Et donc, il fait son nombre de mètres carrés fois les 3 800, ça lui donne son chiffre d'affaires. Il en déduit tous ses coûts. Le coût de construction, les honoraires, sa marge. Il n'a pas trop de choix sur la marge, parce que même s'il descend trop bas, la banque ne lui donne pas son prêt, globalement. On ne peut pas avoir une concurrence sur les marges, en tout cas, elle est bloquée en bas. Et il va en déduire, à la fin du compte à rebours, la charge foncière, c'est ce qu'il va donner aux héritiers de mamie. Ce mécanisme, comme en fait les coûts de construction, c'est à peu près les mêmes, les honoraires de commercialisation, les marges, et des standards de l'industrie, celui qui remporte l'enchère foncière, 9 fois sur 10, est celui qui aura mis les prix d'immobilier les plus élevés à la fin. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène une inflation foncière. C'est-à-dire que, et ce prix-là, on leur a dit 3 700 à Sainte-Adresse, c'est une nouvelle transaction qui va créer un effet de référence et qui fait que ça continue à augmenter. Sachant que c'est un marché, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, qui ne se régule pas par les prix comme d'autres marchés. C'est-à-dire les bananes, les gens arrêtent d'acheter des bananes, on produit toujours autant de bananes, on va vendre des bananes moins chères. Voilà. Et bien le logement, bizarrement, ça ne fonctionne pas comme ça.
quand les prix baissent, on vend moins. On régule les volumes, c'est-à-dire qu'on va vendre moins de choses. Donc ce mécanisme, il est vraiment central à comprendre. Et il va amener à une hausse permanente du prix du foncier. C'est ce qui explique que les prix de l'immobilier prennent 2,3% et les prix du foncier prennent 3%. Tu dis on vend moins, et quelque part, est-ce qu'on ne vend pas moins bien aussi, puisque alors, il y a la surface qui utile des logements, elle a diminué ces dernières années, mais il y a aussi un impact sur la qualité parfois des logements qui sont proposés. Oui, en fait, tout le travail du promoteur, ça va être d'optimiser cette équation. C'est-à-dire de vendre le plus cher possible et produire le moins cher possible. Pour en garder une partie pour lui, mais en fait, bon, il a une marge, certaines peuvent la juger importante, moi, c'est pas trop ma question. Mais en tout cas, à la fin, pour pouvoir payer le meilleur prix pour le foncier. Et donc, dans cette équation, il va pouvoir avoir plusieurs choses. Il y a effectivement le prix qui fixe au début. Et en plus, pendant 20 ans, les prix d'immobilier ont augmenté. Donc si votre directeur commercial, il était un peu trop de bonne humeur ce matin-là, il a émis un prix trop haut, qu'est-ce qu'on fait? On attend un an. Puis le prix aura rattrapé, le marché aura rattrapé le prix fixé trop haut. Selon moi, c'est une bonne explication pourquoi les opérations immobilières prennent autant de temps en France. C'est que pendant longtemps, ça a dérangé personne que ça prenne du temps. Mais il va aussi, bien sûr, essayer d'optimiser un certain nombre de choses. Ce qu'on a pu voir, il y a une étude idéale, qui est l'Institut des hautes études en action pour le logement, qui fait des très belles études, qui allait regarder des plans qui ont été faits en Ile-de-France sur les surfaces de promoteurs. Et on voit que les surfaces des logements à même typologie diminuent. Qu'on fasse plus de T2 et T3 que T4 et T5, ça c'est normal, c'est l'évolution de la démographie. Mais que le T2 soit plus petit aujourd'hui qu'il n'était hier, alors qu'on a besoin peut-être de plus de ventilation, qu'on fait du télétravail, en fait, il n'y a pas de logique. Donc, et c'est normal, c'est parce que en fait, le T2 plus petit va être vendu plus cher au mètre carré. Si on peut faire plus de T2 plus cher au mètre carré, on va pouvoir offrir un meilleur prix au foncier. Et donc, ça pousse les promoteurs à faire plus de T2 plus petit, plus cher. Parce que celui qui doit acheter et qui a besoin d'un T2, ben, il aimerait bien une surface généreuse. Mais s'il ne peut pas se la payer, il prendra une surface moins généreuse. Par contre, sur la typologie, disons que c'est un peu plus difficile, plutôt sur la plus grande typologie, les T3, T4, ça dépend du nombre d'enfants. Donc, généralement, on ne se sépare pas de ses enfants par rapport à un achat immobilier. Donc des fois, on les met dans la même chambre, ou alors on accepte d'avoir des chambres plus petites. Voilà. Donc ça a un impact sur la qualité qui est prouvé. Et finalement, c'est un peu, si on prend un peu de hauteur, on a une petite partie du marché de la production du logement qui est plus ou moins libre. Alors, libre, il y a des PLU, il y a des normes de partout, donc voilà, il y a une certaine liberté. Qu'est-ce que nous promet en fait le marché libre et non faussé, ou qu'est-ce que nous promet le capitalisme? Il nous promet d'acheter des biens de consommation moins chers. Et ça marche, hein, à qualité constante, les téléphones portables, c'est quand même pas du tout la même chose qu'il y a 10 ans. Les voitures, qualité constante, c'est pas au même prix. C'est pas du tout, on a un prix moins cher, un meilleur produit. Et le logement, on paye plus cher pour un produit moins bien. Et du coup, ça peut quand même s'amener à se dire, est-ce que sur ce bien particulier, est-ce que le marché est bien armé pour y répondre? Et au moins de manière empirique sur les dernières années, les prix augmentent, les surfaces deviennent plus petites, la qualité baisse, à part la qualité environnementale, parce qu'il y a quand même des normes qui sont sérieuses et importantes, hein, donc là, il y a quand même vraiment des gains, et ça amène à se poser cette question-là, est-ce que ce mode de production finalement arrive à répondre à nos besoins? Justement, pour y répondre, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Si on prend le Pinel par exemple, l'objectif c'était de relancer la machine. Est-ce que ça, tu considères que c'est des bonnes idées, c'est des fausses bonnes idées, ou alors ça passe à côté de l'objectif? Alors, petit spoiler, dans mon livre, il y a un titre qui s'appelle « Le bal des fausses solutions ». Et il y a le Pinel. Il y a plusieurs choses dedans. Il y a un élément qui est assez marquant dans les politiques du logement, c'est le choc d'offre. On a toujours un discours du choc d'offre. C'est normal parce que, en fait, dans l'esprit commun, il n'y a pas assez de logements, il faut construire des logements. Voilà. On comprend pourquoi les gens disent choc d'offre. La réalité, c'est que, en fait, l'offre neuve, déjà, c'est 1% de la production par an. Donc même si on double l'offre neuve, selon les simulations de Pierre Madec, un économiste, on baisse les prix de 0,4%. En doublant, hein, chose qu'on n'a pas réussi à faire en 60 ans.
Donc cette idée du choc d'offre, finalement, si jamais on arrive à la mettre en place, elle n'était pas sûre de fonctionner. Par ailleurs, ce que j'ai montré, c'est que l'offre, elle a un effet inflationniste sur les prix. Et finalement, le seul moyen qu'on a, et c'est là où ça m'a fait tiquer, de relancer la production, c'est d'augmenter les prix. C'est ça la logique du choc d'offre, et je reviendrai, c'est ça la logique du Pinel ou de tous les autres outils de défiscalisation. C'est de se dire, il manque d'immobilier locatif libre, c'est vrai. Pourquoi il manque de l'immobilier locatif libre? Parce que c'est pas assez rentable pour l'investisseur. C'est-à-dire qu'un investisseur privé peut choisir de mettre de l'argent sur son PEA, sur son assurance vie, ou d'acheter du locatif. Aujourd'hui, la rentabilité, ça dépend énormément des localisations, mais on est à 2-3% maximum. C'est pas suffisant par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché financier. Donc, qu'est-ce que va faire l'État? Il va dire, comme c'est pas suffisant, il y a une partie de ta rentabilité pour investisseur, tu vas l'obtenir par le loyer, et une autre par la déduction fiscale. Donc, en fait, déduction fiscale comprise, tu auras une rentabilité de 4-5%. C'est ça, tous les mécanismes au coût fonctionnent sur cette logique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a des investisseurs qui arrivent sur le marché, qui ont été solvabilisés, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'acheter les logements au prix où ils sortent. Donc qu'est-ce qu'il fait le directeur commercial? Il se dit, ah, mais attends, moi j'ai des investisseurs, en fait ils achètent plus cher que les propriétaires occupants, je peux vendre plus vite, et d'ailleurs j'ai besoin, après il y a plein de mécanismes, il est obligé de le faire parce qu'il est obligé de pré-commercialiser une bonne partie, donc encore une fois il n'a pas le choix. Du coup, c'est génial. Moi, je construis même un peu moins cher, parce que le Pinel, c'est génial. C'est des gens qui sont à la Côte d'Azur, qui vont acheter chez vous au Havre, qui vont jamais venir à aucune AG de copro, ni à la visite de rendu de chantier, ni à la visite de livraison. Donc, en fait, en vrai, ça coûte moins cher à produire. Donc, c'est génial. Je vends plus cher. Je construis moins cher. Je peux mettre plus d'argent dans le foncier. Et du coup, donc, ces mécanismes-là, du Pinel, alors, pour produire plus de logements, franchement, on n'a pas trouvé plus efficace que la défiscalisation. Parce que le jour où vous le trouvez dans les chiffres, en 2006, je crois, la promotion immobilière construisait 60% de ces logements pour des investisseurs locatifs. Et quelques années avant, c'était 20%. En fait, l'année où vous mettez en place un vrai dispositif important, l'année d'après, vous pouvez presque doubler la production. Donc, pour un ministre du Logement, c'est génial. C'est-à-dire que, généralement, on se dit que le petit public, c'est compliqué, ça n'a pas les résultats tout de suite, etc. Là, on a un truc, on le met en place vraiment l'année d'après. Voilà, si en plus on est en campagne électorale 2 ans derrière, c'est génial. Parce que donc, vous avez un vrai résultat. Parce que c'est ce que fait bien le marché. On donne une incitation à des acteurs économiques. Vous avez des conseillers de gestion patrimoine, des promoteurs, des entreprises qui se montent, et partout dans tous les territoires, on construit des choses. Donc ça fonctionne. Le problème, c'est que dans les zones, par exemple Pinel, les prix de l'immobilier ont pris 10% de plus que dans les zones non Pinel. Alors, on pourrait dire que c'est parce que le zonage était bien fait. C'est-à-dire que sans le Pinel, peut-être qu'ils auraient pris encore plus. Moi, je pense qu'ils ont plus de place que cette. Donc, cet élément-là, il est vraiment, c'est vraiment un raisonnement un peu fallacieux. Une autre raison pour laquelle les ministres aiment bien faire ça, c'est que c'est une dépense fiscale. Donc, il ne faut pas avoir de validation de Bercy. C'est-à-dire que ce n'est pas une dépense budgétaire. Et en plus, la dépense fiscale, c'est vous avez le bénéfice politique aujourd'hui. Voilà, monsieur Jeanbrun, l'année prochaine, je peux dire, peut-être constant dispositif, ça ne marchera pas parce qu'on n'a plus les moyens de les faire, mais je pourrais dire, j'ai fait 50 000 logements en plus. Mais en fait, dans les 10 années suivantes, on va avoir des recettes fiscales en moins. C'est-à-dire que vous, ministre du Logement, vous obtenez les bénéfices politiques, et quand un ministre du Logement, en moyenne, ça dure 1 an, avec une petite rotation plus rapide récemment, mais en moyenne, ça dure 1 an, et bien, c'est les 10 prochains ministres du Logement qui vont payer. Donc on voit bien l'intérêt politique, en fait, de faire ça, mais les évaluations, notamment de la Cour des comptes, sont formelles. Et donc remettre en place un tel dispositif, c'est complètement impolitique. Pardon, je suis un peu long, mais je reviens juste sur cet aspect du choc d'offre. En fait, la logique du Pinel, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de logements locatifs et les loyers sont trop chers. Donc on va faire augmenter les prix par la solvabilisation des investisseurs pour qu'on construise suffisamment pour qu'à un moment les prix baissent parce qu'il y aura assez d'offres. Premier problème, ce n'est jamais arrivé. Deuxième problème, c'est quand même un peu prendre les investisseurs pour des prunes. C'est-à-dire, on vous demande de mettre votre argent pour qu'un jour, il y ait trop d'offres et que finalement, votre bien, il vale moins cher parce que le loyer, il est moins cher.
Alors que bon, la réalité, c'est que les investisseurs savent très bien que c'est à moitié vrai. C'est-à-dire, c'est vrai, il va y avoir plus d'offres. Par contre, ça ne va pas devenir moins cher. Est-ce que ce manque à gagner à travers la défiscalisation pour l'État, qui ne bénéficie pas aussi dans ce type de dispositif, d'abord à des personnes qui ont les moyens, ces fameux investisseurs, et passe à côté du public qui pourrait en avoir le plus besoin, c'est les personnes qui cherchent à se loger, qui cherchent peut-être à acheter pour une résidence principale. Est-ce qu'il n'y a pas là un écueil aussi dans ce système? Il y a un transfert de richesse qui se fait. Alors, comme c'est la défiscalisation, ça intéresse les gens qui sont fortement fiscalisés. Donc, c'est les deux premiers déciles, les 20% les plus riches. La Cour des comptes est formelle, les bénéficiaires, enfin ceux qui ont le dispositif fiscal, sont à 95% dans les 20 premiers pourcents. Mais ça, c'est un peu par construction, parce que les 50% les plus bas, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, donc c'est un peu construit dans le système. Donc, et puis, ça permet quand même de lever leur argent. Enfin, il y a un argent public qui est mis, qui est 50 000 €, et à la fin, on achète avec ça 250 000 € de logement. Donc, il y a un effet de levier sur l'épargne privée. Donc, à la limite, ça, c'est un peu consubstantiel. Moi, ce qui me pose plus question, c'est que qu'est-ce que ça permet à un Pinel, par exemple, ou un cellier, c'est pareil. Ça permet d'avoir pendant 9 ou 12 ans un bien qui est loué un peu moins cher, sachant que selon les zonages, parfois les prix de marché sont similaires aux prix réglementés. Et ensuite, au bout de 12 ans, ce qu'on voit, c'est que généralement, les gens ils revendent, parce qu'ils étaient surtout intéressés par l'avantage fiscal. Donc en fait, vous achetez une solution un peu court terme, avec un effet, si vous placez en tant qu'État, vous achetez avec une solution un peu court terme, enfin sur 10-12 ans, 9-12 ans, avec un petit effet de levier sur le privé, ça c'est sûr. Et ça vous coûte, selon la Cour des comptes, 50 000 € par logement. Donc le Pinel, c'est 50 000 € par logement. Un logement social, PLAI, selon le rapport d'Allier, qui est un sénateur républicain, ça coûte 38 000 € par logement. Subvention plus bonification du prêt. Et en fait, vous achetez une solution court terme qui a un effet sur les inégalités de patrimoine, parce que vous permettez aux gens riches de se constituer un patrimoine. La promesse, c'est qu'ils peuvent se constituer et se faire payer par les loyers la déduction fiscale, plutôt que de financer du logement social qui loge 70% de la population et qui permet, les bailleurs sociaux, au bout d'un moment, vont réussir à s'autofinancer de plus en plus. C'est une petite part, mais c'est une part qui croît. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment, finalement, et les promoteurs qui lisent le livre le comprennent au bout d'un moment, pour moi, le promoteur, il s'est mis dans une niche de marché qu'on lui a créée. C'est une entreprise privée qui cherche du profit, il y en a qui font ça plus ou moins bien. Mais en fait, on a créé un système, et c'est l'État qui a créé ce système, où ils peuvent se développer et qui a beaucoup d'effets négatifs ou pervers. Et notamment, l'effet le plus important, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à faire baisser les prix d'un bien si essentiel. Là-dessus, quelques chiffres. En fait, dans les années 70, pour acheter votre résidence principale, il vous fallait 4 à 5 années de revenus. Alors que les taux d'intérêt étaient bien plus hauts, donc la part du crédit était importante dedans. Aujourd'hui, il faut 8 à 9 années de revenus. Les revenus ont augmenté, de tout le monde en 30 ans quand même, heureusement. Et en fait, on a besoin plus. Les Français, de 2000 à 2022, ils ont perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Alors, du coup, est-ce que vraiment le système qu'on a eu en place et qui a beaucoup augmenté des années 2000 à 2020, jusqu'à obtention, Julie Pollard, la sociologue, elle parle d'un pouvoir structurel des promoteurs, c'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui ont une très grande capacité de lobbying, mais comme on leur a délégué la production, au bout d'un moment, on ne sait plus faire sans eux. Il y a des bailleurs qui ne savent plus faire sans eux, parce qu'ils n'ont plus de maîtrise d'ouvrage directe. Et en fait, on leur a délégué ce pouvoir, et c'est ça les résultats macroéconomiques. Donc, à minima, on peut se questionner si c'est ça le résultat qu'on souhaite. Les nouvelles du front ne sont pas très bonnes, de ce que je vois, mais avant de passer peut-être à des idées de solutions, puisqu'il y a quand même j'imagine et j'espère, des perspectives pour pouvoir s'en sortir, est-ce que tu peux nous revenir sur quelque chose que tu évoques aussi dans ton livre, qui est la distinction entre la valeur d'usage et la valeur spéculative, qui est importante pour comprendre justement ces mécanismes et comment on peut remédier à ces problèmes?
Oui, la valeur d'usage, c'est simple. C'est quand vous allez dans un logement, est-ce qu'il vous paraît bien ou pas? Est-ce qu'il est bien localisé dans un quartier sympa? Est-ce qu'il a de la lumière? Est-ce qu'il est grand? Voilà. C'est ce qu'on retire comme usage d'un logement. Elle peut être un peu personnelle, hein. Les gens ne veulent pas forcément habiter au même endroit, mais voilà, chacun définit la valeur d'usage d'un logement. Il y a une autre valeur qui est la valeur marchande du logement, c'est-à-dire qu'il a un prix, il se vend sur un marché selon un prix. Il y a une dernière valeur qui en fait va s'intégrer dans la valeur marchande, qui est la valeur spéculative. Qu'est-ce que c'est la valeur spéculative? C'est très lié à la financiarisation de l'immobilier, c'est-à-dire c'est l'intégration des logiques de la finance dans la manière dont on approche l'immobilier. C'est de se dire, en fait, la valeur de mon bien, dans une logique classique, ça serait les loyers divisés par le rendement attendu. C'est-à-dire, si j'ai 5 de loyer, que je veux un rendement de 5 pour l'argent que je place, eh ben, le logement, il vaut 100, parce que j'ai mis 100 et tous les ans, j'obtiens 5. Voilà, c'est la valeur, en fait, des investisseurs patrimoniaux à l'époque, où ils réfléchissaient comme ça. La valeur spéculative, c'est de dire, ben, ce bien, en fait, je vais l'acheter 5 ans, donc je vais toucher 5 fois 5, c'est 25. Voilà, c'est 5% chaque année. Mais en fait, le prix de l'immobilier, il augmente. Et en 5 ans, je pense que je vais avoir une plus-value de 20. Et donc, j'aurais touché 45. Et donc, en fait, ma rentabilité, elle est bien plus importante. Le problème de cette valeur spéculative, c'est qu'elle s'intègre dans le prix d'achat. C'est-à-dire, si vous dites, en fait, ce bien-là, c'est pas que c'est loyer, je vais en plus faire une plus-value, vous intégrez dans le prix que vous payez aujourd'hui l'espérance que vous avez de la plus-value future. Et ça explique une courbe qui est assez connue, qui est la courbe de Frigide, où on voit qu'en fait, sur la longue période, les loyers, ils ont évolué avec l'indice des loyers de manière comme l'inflation. Alors, les loyers ont évolué comme l'inflation. À part certaines zones, le problème qu'on a en France, c'est pas le prix du loyer, c'est le manque d'offres locatives, plutôt. Par contre, depuis 2000, les prix ont augmenté énormément. Et c'est pas logique, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous achetez un bien à Paris, par rapport au loyer, vous avez une rentabilité locative de 1-2%. Il vaut mieux laisser votre argent sur votre livret A, quoi. Voilà. Avec un livret A, on n'achète pas vraiment un bien à Paris, mais disons sur un livret d'épargne. En fait, comment ça s'explique? C'est cette valeur spéculative. C'est ce qui fait que l'actif, en fait, on spécule sur sa hausse future. Et c'est ce qui justifie que ces prix soient si élevés, parce qu'on se dit, mon argent investi dans Paris, il restera sûr et il va augmenter. Pierre Welz, il parle de nos villes comme des coffres forts pour les ultra-riches. C'est vraiment ce qu'ils sont devenus en partie, où en fait on va placer l'argent pour qu'il reste ici. Et la location n'est même plus un problème. Ce qui explique d'ailleurs, à Paris, on a des enjeux de vacances, parce que les gens, en fait, la partie du revenu issu de la location est ridicule par rapport à la partie du revenu espéré de la plus-value. En fait, ils réfléchissent que à la plus-value. Et la plus-value, la valeur spéculative, elle s'adosse sur le foncier, essentiellement. Exactement, oui. En fait, la valeur spéculative, elle va être dans la localisation. Parce que c'est la localisation qui assure qu'à cet endroit, les biens vont augmenter. Et donc ça pose une question de la valeur qui est captée dans ce foncier-là. En fait, si on lit les auteurs et les économistes libéraux, notamment Adam Smith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on ne devrait pas s'enrichir en dormant, plus ou moins. Lui, il est très critique de la propriété foncière. Pour une raison qui est importante, c'est que le foncier, ce n'est pas un bien produit. C'est différent d'une voiture, c'est différent d'une usine. C'est-à-dire que vous taxiez ou non le foncier, il y aura toujours autant de foncier. Si vous taxez les voitures, on va produire moins de voitures parce qu'elles sont trop chères et donc on en vendra moins, on en produit moins. Le foncier, le seul moyen d'augmenter le foncier, vous savez ce que c'est? C'est d'envahir d'autres pays. Alors comme on n'a plutôt pas prévu de faire ça tout de suite, globalement on connaît notre stock de foncier. Et alors Christian Topalov, qui fait un livre magnifique sur le logement, parle de foncier comme un support de production non reproductible. C'est-à-dire que sans foncier, vous ne pouvez pas construire. Si vous voulez faire un sac à main et que en fait le cuir de peau de vache, ça coûte trop cher, vous pouvez faire du sky. Voilà. Vous allez pouvoir trouver une solution pour faire un sac à main. Pour le logement, vous avez besoin de ce foncier-là. Et c'est ce qui explique que cet élément rare capte la valeur. Et que le promoteur, il en est victime. À l'échelle de la France, la valeur du foncier, c'est 50% de la valeur de tout l'immobilier. La richesse nationale, c'est-à-dire tous les biens qu'on possède, elle est calculée par la Banque de France. De 1970 à 2000, la richesse nationale, c'est 4 à 5 années de PIB.
C'est-à-dire qu'on détient l'équivalent de 4 à 5 années de PIB. On a 4 à 5 années de revenus qui sont dans nos comptes en banque, dans les actions de nos entreprises, dans le foncier et dans l'immobilier. De 2000 à 2023, on passe à 8 à 9 années de PIB. On a doublé la richesse de la France en 20 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle, on est content quand même d'être plus riche. Et ce doublement de la richesse nationale, c'est exclusivement expliqué par l'immobilier et le foncier. Donc ceux qui ont doublé leur richesse au sein de la richesse nationale sont ceux qui étaient déjà propriétaires et qui étaient déjà propriétaires soit du foncier, soit de l'immobilier. Et ça, en fait, ça pose une vraie question, parce qu'en termes d'économie, même si vraiment on prend une approche entièrement même orthodoxe, libérale, si le foncier est cher, si le logement est cher, les salariés peuvent moins bouger, les entreprises peuvent moins s'implanter. En fait, ça nous coûte en croissance économique. C'est pour ça que la Commission européenne s'y intéresse à ce sujet-là. C'est parce que les loyers chers et le manque de mobilité résidentielle coûtent en croissance économique. Parce qu'elle a été captée par un propriétaire du foncier. Dernier exemple, Gorbatchev, vous voyez. Donc, lui, il avait un beau chantier politique à faire, il fallait qu'il libéralise l'économie. Il reçoit une lettre de 20 économistes américains dans 4 prix Nobel. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent libéralisez l'économie. Si vous libérez les entreprises, elles vont produire plus, votre population va mieux se sentir. Mais surtout, ne vendez pas le foncier. Il a vendu le foncier. Donc même quand on a un prix Nobel, les gens n'écoutent pas, ce qui, moi, du coup, me rassure un peu par rapport au dispositif Jean. Comment on fait pour justement contenir cette valeur spéculative foncière? Est-ce qu'il existe des solutions? Alors, sans vouloir anticiper, effectivement, on va parler du BRS, mais le tableau que tu dépeins, on l'a bien compris. Quelles sont aujourd'hui les perspectives, quelles solutions que tu proposes, que tu imagines pour pouvoir sortir de ce faux pas? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les alternatives, elles existent déjà. Le débat, il a été beaucoup focalisé sur la promotion immobilière, parce qu'elle a fait moins 50%. Voilà, c'est une vraie souffrance dans cette profession. Mais en fait, les alternatives, elles existent déjà. Globalement, la production du logement neuf, c'est un tiers de maisons individuelles par les constructeurs de maisons individuelles, un tiers de logement social, un tiers de promotion immobilière dans du logement collectif. Voilà. Par ailleurs, la production vraiment neuve est juste une toute petite partie des transactions globales, mais aussi de la production qu'on va pouvoir appeler la production dans le diffus, qui est faite par des particuliers, ce qui va être les changements de destination bureau-logement sur des petits surfaces, des divisions de logement. Ça, dans une ville comme Marseille, par exemple, ça représente 2/3 de l'offre nouvelle. Elle est faite dans l'ancien par des particuliers. Donc en fait, la promotion immobilière, si elle fait 1/3 de 1/3, elle fait entre 12 et 15%. Déjà. Donc il faut un peu relativiser ça. Par rapport à ça, les alternatives qu'on a, il y a le logement social, c'est-à-dire en France, on aime bien critiquer ce qu'on fait bien. Et on critique le logement social alors qu'il nous est envié dans d'autres pays. On a quand même un circuit financier qui fonctionne. Le logement social, c'est une solution qui fonctionne depuis peu ou prou, depuis plus d'un siècle. Donc on a un circuit financier qui est clair, chaque opération est équilibrée pour que le système soit équilibré, enfin voilà, et ça fait 20% des logements. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a bien sûr le logement coopératif, c'est très intéressant, c'est assez marginal, mais c'est intéressant. Là où le BRS est hyper intéressant, c'est qu'il permet l'accès à la propriété. Et la propriété, c'est important. Dans un parcours de vie, déjà beaucoup de gens veulent devenir propriétaires, parce qu'ils ont vu l'enrichissement passer, qu'il vaut mieux aujourd'hui être propriétaire que non propriétaire, ça c'est évident, en termes de constitution de patrimoine. Et puis, même dans une vie, on a envie de pouvoir se poser quelque part. Enfin, l'habitat, c'est vraiment c'est le domaine de l'intime, c'est le domaine de la projection dans la vie. Donc, on peut tout à fait comprendre ce besoin-là, que les gens veulent devenir propriétaires. L'avantage du BRS, c'est qu'en fait, il va pouvoir dissocier la valeur d'usage du bien et la valeur spéculative. La valeur spéculative, elle est dans le foncier. Quand vous vendez un BRS, vous allez dire aux gens, vous allez avoir toute la valeur d'usage de votre bien. Vous pouvez vivre dedans, faire les travaux, vous pouvez même le léguer, enfin voilà, vous avez vraiment l'entièreté de la valeur d'usage. Mais vous renoncez à votre droit à la spéculation. C'est-à-dire vous n'allez pas vous enrichir avec votre logement principal. C'est dommage, c'est le seul moyen de s'enrichir sur lequel il n'y a aucun impôt. L'impôt sur la résidence principale. C'est une belle injustice aussi.
En tout cas, ça veut dire que vous avez, et c'est ça qui... Alors, la différence de prix du BRS par rapport au livre, elle s'explique de deux manières. C'est le lissage du foncier sur la très longue période parce qu'il est loué. Voilà, ça c'est un prêt auquel le particulier ne peut pas accéder, le prêt Gaïa ne peut pas tous l'avoir. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous renoncez au droit à la spéculation et du coup, vous n'achetez pas le foncier. Donc moi, je trouve que c'est une très belle solution. Parce que je suis convaincu que beaucoup de gens, dans les zones tendues, je parle bien sûr des zones tendues, dans les zones détendues, c'est tout un autre débat, dans les zones tendues, dans l'ensemble de gens, ils veulent d'abord leur valeur d'usage. Il y a une proposition que je porte dans le livre, par exemple, sur la rénovation. Moi, j'ai travaillé à Roubaix sur des maisons ouvrières. On a des gens qui sont propriétaires, et ça, c'est une vraie réalité sociale. On a encore des propriétaires pauvres. On n'a quasiment plus d'accédants pauvres. Mais on a encore des propriétaires pauvres. Les propriétaires pauvres qui vivent dans des passoires thermiques et qui vont payer 200-300 euros de chauffage l'hiver. Et donc là, leur valeur d'usage de leur maison qui est leur propriété, il y en a plein qui préféraient être en appartement, logement social, plutôt que leur maison ouvrière qui n'est pas adaptée à aujourd'hui. Et bien ces gens-là, au lieu, et notre politique de rénovation énergétique ne fonctionne pas, soit on ne donne pas assez d'argent, et les gens qui n'ont pas les moyens n'arrivent pas à payer le reste à charge, soit en fait on donne de l'argent à des gens qui ensuite qui vont capter en fait l'argent public dans leur propriété immobilière. Et du coup, le BRS, par exemple, permettrait plutôt d'acheter le foncier à ces gens-là. Donc, moi, j'achète le foncier à condition que tu fasses la rénovation de l'immobilier avec la valeur du foncier, et les gens en fait vont vendre leur droit à la spéculation et obtenir du coup une valeur d'usage plus grande. Et je pense que beaucoup de personnes seraient prêtes. Je pense aussi que le BRS, c'est une question, mais voilà, il est limité, il y a des clauses sociales qui expliquent après le montage sur la TVA, etc., qui justifient la TVA basse. Mais en fait, on pourrait imaginer que le BRS soit accessible à tout le monde. En se disant, on pourrait avoir comme choix de dire on puisse avoir, que moi, je choisis de m'enrichir en mettant l'action dans ma propre entreprise. En mettant mon argent, mon capital dans mon petit commerce, en le mettant sur les actions Tesla, si on veut. Enfin, il y a une liberté là-dessus. Et par contre, sur mon logement, j'ai besoin que de la valeur d'usage. Voilà. Je ne sais pas là-dessus que je vais faire mon investissement. Ça serait intéressant, philosophiquement et culturellement, d'ouvrir cette possibilité. Parce que, en fait, la problématique, au fond, de la politique du logement, c'est laquelle ? C'est c'est un outil qui sert deux usages. On a voulu faire la France des propriétaires. On est passé de 20% en 45 à 60% aujourd'hui. Pour une bonne partie, dans les 30 glorieuses, c'était une bonne chose. Ça a permis à une classe moyenne d'émerger. Ça a sécurisé les parcours de vie. Donc après, aujourd'hui, on arrive à un tel mur des prix que cette promesse, on n'arrive plus à la tenir. Ou alors, c'est pour des pavillons hyper éloignés, parce que les gens y croient encore à la propriété, mais en fait, ils vont payer tellement en essence et en chauffage pour leur voiture qu'en fait, c'est un mauvais investissement. Et c'est les plus pauvres des propriétaires accédants qui font les plus mauvais investissements. Et donc là, il y a une certaine responsabilité politique. Mais en fait, le problème, c'est d'avoir voulu faire du logement à la fois un outil pour loger les gens et un outil pour enrichir les propriétaires.